Bonsoir à toutes et à tous. Saviez-vous qu'en France, près de 6 millions de personnes vivent avec une maladie rénale chronique? C'est environ 10% de la population adulte et pourtant, on en parle encore trop peu. Je suis Pauline Bergeval, présidente et cofondatrice du service Deuxième Avis et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 24e webinaire dont l'objectif aujourd'hui est de vous expliquer le rôle de nos reins et de vous donner des clés pour mieux les protéger. Pour explorer ce sujet, je suis ravie d'accueillir deux experts. Bonsoir. Pour lancer la discussion, Dr Robert, j'ai une première question. Pourquoi parle-t-on de héros invisibles quand on parle de nos reins? Quel est leur rôle exact? Merci beaucoup pour l'invitation et effectivement, je pense que c'est une bonne question pour lancer ce webinaire et l'avoir intitulé Ces héros invisibles, je trouve correspond bien aux choses puisque en fait, souvent, bien souvent, on se rend compte qu'une maladie rénale est présente un peu trop tardivement, avant qu'il soit souvent un peu trop tard, alors qu'en fait, il faudrait les détecter précocement pour préserver les reins. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionnent nos reins et vous allez comprendre pourquoi, en fait, souvent, les reins peuvent se dégrader en silence alors qu'ils sont attaqués et ne se manifester que lorsque finalement, eh bien, notre corps s'intoxique lié à l'insuffisance rénale. Donc, comme vous le voyez, les reins sont au nombre de deux. Et quand une maladie rénale arrive, elle n'arrive pas sur l'un des deux reins, elle touche les deux reins. Ces reins, comme vous le voyez, sont situés contre le dos. Souvent, on va se dire, tiens, j'ai mal au dos, j'ai mal au rein. C'est un peu un faux ami. Sauf lorsqu'il y a des calculs qui peuvent boucher les reins. À ce moment-là, effectivement, on a vraiment mal au dos. Mais ça n'a rien à voir avec le dos. Et donc, dire qu'on a mal au rein n'est pas du tout équivalent à avoir un mal de dos, puisque souvent, la plupart du temps, dans 98% des cas, la maladie rénale ne fait pas mal. Diapo d'après. Le rein est une entité très complexe. C'est une usine qui, en fait, est représentée par, on va dire, différents acteurs. Vous avez le principal acteur qui permet la création de l'urine primitive qui s'appelle le glomérule. C'est un peu comme une passoire à travers lequel le sang est filtré. Et puis ensuite, vous avez le tubule, le long duquel l'urine primitive va en fait cheminer pour pouvoir donner ce qu'on appelle l'urine finale qui va arriver dans la vessie par la suite. Et le long du tubule, en fait, se passe beaucoup de choses, de réabsorption et de sécrétion de différentes molécules, de différents ions, permettant de maintenir ce qu'on appelle l'homéostasie interne. Le rein contient à peu près 1 million de néphrons. Donc, ces unités fonctionnelles prises une à une permettent de filtrer le sang pour créer cette urine. Et ce sont toutes ces unités prises ensemble qui fonctionnent de manière uniforme et homogène qui constituent votre fonction rénale. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les reins fonctionnent beaucoup et vous pouvez voir que votre sang est filtré dans une quantité qui représente 180 litres par jour, c'est-à-dire 36 fois votre volume sanguin total. Donc, vos reins fonctionnent de manière importante pour filtrer de très nombreuses fois le sang et vous garder dans un équilibre parfait. Alors, quel est cet équilibre? Diapo d'après. Cet équilibre, il est régi par la filtration, mais il est aussi régi par des fonctions hormonales que remplit le rein. Donc, au-delà de l'élimination des déchets qui sont produits par votre métabolisme cellulaire, par l'urine, il y a aussi un rôle de régulation, c'est-à-dire que évidemment que les reins sont là pour filtrer, mais aussi éviter que vous perdiez un certain nombre de choses. Parmi la première d'entre elles, il s'agit de l'eau. Hein. Évidemment que si on filtre 36 fois le volume sanguin, eh bien, on ne peut pas perdre 36 fois ce volume sanguin. Non, il est recyclé. C'est une vraie usine de recyclage, une vraie station d'épuration qui participe à l'équilibre du corps, et non seulement par le recyclage de l'eau, mais aussi par tous les minéraux que compose
notre corps. Donc, si vous voulez une bonne image des reins, c'est que c'est une passoire intelligente. Elle laisse passer des choses, mais elle récupère ce qu'il ne faut pas perdre. Et en dehors de ce rôle de filtration et de constitution de l'urine finale, les reins jouent également un rôle hormonal. Ils sont essentiels dans la régulation de la pression artérielle. Et cette pression artérielle, lorsqu'elle est trop haute, on va le voir plus tard, eh bien, participe à attaquer les reins. Ces reins participent également au maintien du taux de globules rouges. Et vous avez tous entendu parler du dopage avec l'utilisation de l'érythropoïétine, que vous connaissez plutôt sous le nom d'EPO. Eh bien, ce sont les reins qui fabriquent cet EPO pour maintenir les globules rouges dans un niveau normal, qui vous permet d'avoir une activité physique normale. Si vous n'avez pas assez de globules rouges, vous devenez essoufflé. Si vous en avez trop, vous risquez de boucher vos vaisseaux. Et de manière surprenante, les reins jouent aussi un rôle important dans le maintien de votre métabolisme osseux, et notamment sur la minéralisation de vos os, afin que ces os puissent remplir leurs fonctions, c'est-à-dire vous permettre d'avoir une activité physique normale et de ne pas craquer à la moindre petite activité. Alors, pourquoi la maladie rénale peut rester longtemps silencieuse? Eh bien, tout simplement parce que nos reins peuvent compenser lorsqu'une partie de sa fonction est altérée. Et je voulais imager ici avec les petits tourbillons bleus que vous voyez sur la gauche, qui représentent une unité fonctionnelle qu'on appelle le néphron. Je vous rappelle qu'on en a 1 million dans chacun des reins. Eh bien, si on supprime une partie de ces néphrons et qu'il vous en reste 50%, les autres vont essayer de compenser la perte de ceux qui ont été supprimés. Ils vont devenir hypertrophiques, ils vont beaucoup plus travailler et vont être en surchauffe. Ils vont être ce qu'on appelle en hyperfiltration. Mais on ne va pas forcément le ressentir. Et on va le ressentir quand ces néphrons restants vont commencer à fatiguer. Et c'est là que les symptômes arrivent. Donc, ce qu'il faut retenir de manière très simple sur vos reins, c'est de la même manière que le cœur est un organe vital, les reins le sont aussi. Si nous n'avons pas de reins, eh bien, nous ne pouvons pas tenir bien plus que quelques jours sans s'intoxiquer soi-même avec nos propres déchets. Le rein n'a pas qu'un rôle de filtre, il a un rôle finalement de filtre intelligent. Il trie ce que l'on doit jeter, il trie ce que l'on doit garder, et il va permettre de garder les fonctions de certains de nos organes vitaux de manière optimale. Le problème, c'est que lorsque ces reins sont attaqués, ils vont souffrir pendant un long moment, souvent en silence, ne permettant de pouvoir arriver finalement à se rendre compte que ceux-ci sont dans la panade que tardivement et souvent un peu trop tard. C'est pour ça qu'il est important de dépister précocement les maladies rénales. Du coup, effectivement, ma question d'après, c'est comment repérer une maladie rénale alors que ce sont des maladies silencieuses? Ouais, c'est une excellente question, et pour ça, il y a plusieurs moyens de faire. Donc déjà, c'est d'avoir conscience que la maladie rénale n'est pas une maladie rare. Au contraire, c'est une maladie qui est fréquente, qui représente un problème de santé publique, qui, on l'estime aujourd'hui, touche entre 5 et 10% de la population mondiale et représente une des affections chroniques qui ne va faire que progresser avec le temps et peut être liée à beaucoup de choses. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, on estime aujourd'hui dans le monde à peu près 850 millions de personnes touchées par la maladie rénale. Et le problème, c'est que souvent, elle peut évoluer de manière silencieuse pendant des années jusqu'à un stade sévère. Et donc, on va voir pourquoi et comment dépister tout cela. Si on se recentre un petit peu à l'échelle de notre pays, en France, on peut estimer qu'entre 3 et 5 millions de personnes, soit un adulte sur 10, vit avec une maladie rénale. Il s'agit donc d'une maladie qui est fréquente. Pourquoi tant de malades ignorent la maladie rénale? Eh bien, c'est parce que dans les stades précoces, et que je vais vous expliquer juste après, celle-ci peut rester totalement silencieuse. Très clairement, la maladie rénale ne fait pas mal. Donc, ce n'est pas parce que vous n'avez pas mal au rein, entre guillemets, que vous n'avez pas de maladie rénale. Ce n'est pas parce que votre urine est normale que vous n'avez pas de maladie rénale. Et ça, ce sont deux messages importants à avoir en tête,
parce qu'en fait, ce n'est que par la pratique des examens de dépistage, dont je vais vous parler après, que vous pourrez réellement faire votre check-up de santé rénale. Et cela d'autant plus que les reins compensent parfaitement bien la perte de la fonction d'une partie d'eux-mêmes pendant un long moment. Ils s'adaptent pendant longtemps jusqu'à craquer, à craquer comme les roseaux. Les roseaux tordent et au bout d'un moment craquent, et cela de manière irréversible. C'est pour ça qu'une des armes importantes pour dépister la maladie rénale est le dépistage, et ce dépistage passe par un check-up biologique notamment. Un des check-ups biologiques importants, c'est l'évaluation de votre fonction rénale, qui se fait dans un laboratoire avec une prescription médicale, et notamment la prescription de l'évaluation de la fonction rénale par ce qu'on appelle le débit de filtration glomérulaire. C'est un peu un gros mot qui ne veut pas dire grand-chose et qui n'est pas forcément adapté, de la même que le terme néphrologue n'est pas du tout adapté au grand public pour pouvoir nommer les personnes qui s'occupent des maladies rénales, alors que le cardiologue est très bien identifié comme s'occupant du cœur, le néphrologue, absolument pas. Peut-être qu'il faudrait que l'on change cela, je ne sais pas. En tous les cas, lorsque vous allez au laboratoire pour faire évaluer votre fonction rénale, on va vous faire un dosage de ce qu'on appelle la créatinine, qui est un produit issu du catabolisme essentiellement des cellules musculaires. Et avec ce dosage de créatinine, on va calculer votre débit de filtration glomérulaire et que l'on va adapter avec l'âge et votre sexe, puisque vous savez qu'on n'a pas la même masse musculaire en fonction de si l'on est un homme ou une femme, et aussi en fonction de notre âge, vous savez qu'on perd progressivement de la masse musculaire avec l'âge. Et tout cela permet de calculer le DFG que vous avez ici, qui est divisé essentiellement en 5 grandes catégories, plus de 90, entre 60 et 90, 30 à 60 et 15 à 30, et en dessous de 15, c'est ce qu'on appelle l'insuffisance rénale sévère, qui s'approche de la nécessité d'avoir un traitement de suppléance dont on parlera plus tard. Alors, ce qui est important à avoir en tête, et ce qui est encore récent, finalement, c'est de voir que la fonction rénale normale évolue avec l'âge. Je ne vous ai pas mis la fonction rénale entre 0 et 20 ans, parce qu'en fait, celle-ci continue d'augmenter avec l'âge, et qu'à partir de 20 ans, on atteint notre fonction rénale maximale, et que celle-ci reste stable pendant jusqu'à environ 45-50 ans, et que nous avons un déclin physiologique qui est en fait simplement le vieillissement, comme tous nos autres organes. Et ce déclin physiologique est à peu près d'une perte de 1 à 2 points de débit de filtration glomérulaire par an. Et vous voyez que lorsque l'on arrive à des âges un peu plus avancés, comme au niveau de l'âge de 90 ans, eh bien, on peut avoir des débits de filtration glomérulaire qui peuvent se situer aux alentours de 40 à 45 millilitres par minute. Lorsque vous êtes dans cette zone de la normalité verte, on parle d'une trajectoire normale et donc d'une fonction rénale normale. La deuxième chose que l'on fait pour évaluer la fonction rénale, c'est d'aller regarder ce qui se passe au niveau morphologique, au niveau de vos reins. Nous allons regarder si les reins ont une morphologie normale à l'aide d'une échographie rénale, mais aussi on va regarder s'il y a des protéines dans les urines, comme de l'albumine ou du sang dans les urines de manière anormale. Et vous pouvez tout à fait avoir une fonction rénale normale en termes de débit de filtration glomérulaire, alors qu'il y a des constituants de manière anormale dans votre urine. Bon, ça, ce sont les signes biologiques. Mais y a-t-il des signes cliniques qui peuvent vous alerter? Eh bien, oui, mais ils sont assez aspécifiques souvent. Mais ce qui est très important à avoir en tête, c'est que souvent, l'hypertension est un signe d'alerte, que vos reins ne fonctionnent pas bien. Le fait de ne pas bien concentrer vos urines également. Quand vous vous levez la nuit pour aller faire pipi plusieurs fois, eh bien, ce n'est pas juste l'âge ou la prostate chez les hommes, hein, c'est que vos reins ne savent peut-être plus concentrer correctement les urines, et ça peut être un signe de maladie rénale. De la même manière que lorsque les reins ne savent plus correctement gérer l'eau et le sel, eh bien, vous pouvez avoir une rétention d'eau et de sel qui va former des œdèmes au niveau des jambes, mais ces œdèmes peuvent aussi monter jusqu'au niveau du visage le matin, ou carrément vous donner une insuffisance cardiaque. Et puis, lorsque votre insuffisance rénale est un peu plus avancée, eh bien, vous allez avoir une insuffisance de production de PO qui peut vous donner de l'anémie, c'est-à-dire une baisse des globules rouges ou une fatigabilité importante à cause des toxines urémiques. Alors, la question, c'est avoir un DFG
à 55, à l'âge de 75 ans, est-ce normal ou est-ce lié au vieillissement? Eh bien non, c'est lié au vieillissement. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'un DFG à 55, même s'il ne paraît pas très bas, eh bien, est anormal chez une personne de 30 ans. Et c'est donc quelque chose de très important à avoir en tête. Et c'est quelque chose qui peut passer de temps en temps inaperçu, car pas forcément très alarmant au départ. Et pourtant, cela doit déclencher une enquête pour savoir d'où vient votre maladie rénale. Donc, ne vous contentez pas d'être au-dessus de 60 quand vous êtes jeune. Hein. Il faut être supérieur à 90 ou 100 millilitres par minute. Et ça, c'est vraiment important. Et cette perte, comme je vous le disais tout à l'heure, est masquée parce que le rein est capable de compenser une perte de fonction rénale pendant un long moment, pendant de longues années. Et donc de vous en apercevoir trop tardivement. C'est pour ça que le dépistage précoce est important pour intervenir précocement et éviter que cette perte soit trop importante. Donc le parcours d'une maladie rénale, elle est évolutive et elle va progresser si l'on ne fait rien. On passe du stade précoce 1, 2 au stade 3, qui est le stade jaune que vous voyez ici, puis à un stade plus sévère, où là, eh bien, vous allez commencer à avoir des complications liées à votre insuffisance rénale, avec à la fois des problèmes liés à la filtration, mais aussi aux régulations hormonales dont s'occupe le rein. Et ce qui est important quand on a une maladie rénale, c'est d'éviter d'avoir une dégringolade vers ces stades trop sévères et d'essayer de la stabiliser le plus possible. Et bien entendu, lorsque la maladie est traitable, et bien évidemment la traiter. Mais nous n'en avons pas beaucoup encore qui puissent être traités et être résolutives. Il est donc vraiment important d'intervenir précocement pour éviter d'aboutir à des stades trop sévères, trop précocement. Donc, quand faut-il s'inquiéter? Eh bien, il y a un certain nombre de choses. Hein. Les urines mousseuses sont réputées pour être associées à la présence de protéines dans les urines, mais c'est quelque chose qui n'est pas si sensible ni si spécifique. Mais ça ne vous coûte rien, si vos urines sont mousseuses, d'avoir eh bien, d'en parler à votre médecin et d'aller évaluer votre fonction rénale. Si vous avez des urines qui sont rouges, il peut s'agir d'une maladie rénale ou plus largement d'une maladie qui concerne tout votre appareil rénal, c'est-à-dire les reins, l'urtère et la vessie. Une hypertension qui apparaît peut témoigner également de l'apparition d'une maladie rénale. Et puis, vous avez les signes tardifs dont je vous parlais tout à l'heure, les œdèmes, lorsque le rein n'est plus capable d'éliminer correctement l'eau et le sel, la perte d'appétit, l'essoufflement lorsque le corps accumule de l'eau et du sel. Tout cela sont des signes d'une maladie rénale déjà avancée. Donc, lorsque vous avez l'un de ces signes, parlez-en à votre médecin, n'attendez pas et faites faire un check-up de santé rénale. Alors, quand consulter, eh bien, c'est très simple. Dès que vous avez la sensation d'avoir observé l'un des signes dont on vient parler, et puis, on va discuter maintenant de savoir qui sont les patients qui peuvent bénéficier d'un dépistage précoce. Tous les patients qui ont une hypertension artérielle devraient avoir de manière systématique, peu importe leur âge, l'évaluation de leur fonction rénale avec le dosage de la créatininamie pour évaluer le DFG, ainsi qu'une analyse d'urine. Tout comme tout patient diabétique, peu importe leur âge. Tout patient qui a plus de 60 ans doit également bénéficier d'un dépistage de la maladie rénale et tous les patients qui ont un surpoids ou une obésité doivent également évaluer leur fonction rénale. C'est quelque chose de très clair et qui sont dans les recommandations. Un autre point extrêmement important, c'est les antécédents familiaux. Souvent, les antécédents familiaux de maladie rénale ne sont visibles que parce que l'on a quelqu'un que l'on sait dans sa famille avoir dialysé ou avoir été greffé. Il ne faut pas s'arrêter à cela. Il faut poser la question. Y a-t-il une maladie rénale dans la famille? Y a-t-il eu déjà des dosages de créatinine? Car si oui, et que cette créatinine est anormalement élevée, même si elle est peu élevée, mais dans une zone anormale, eh bien, il faut prendre en compte cela comme un antécédent familial et aller se faire dépister. Donc, le dépistage, il est simple. Hein. C'est une prise de sang avec le dosage de la créatinine, une analyse d'urine qui peut se faire avec une simple bandelette urinaire, mais en général, on préfère quand même aller regarder de manière un peu plus précise la quantification de l'albumine dans les urines, ainsi que s'il existe un sédiment urinaire anormal avec des globules rouges en quantité anormale ou des globules blancs en quantité anormale, ou même des cristaux, et puis la mesure de la tension. Et associé à cela, eh bien, souvent, il est aussi préconisé d'aller faire au moins une échographie rénale pour avoir une idée de la morphologie rénale. Donc, êtes-vous à risque? Je le répète,
si vous êtes dans l'une de ces catégories, diabète, hypertension, surpoids, un âge de plus de 60 ans, des antécédents familiaux, ou que vous prenez des médicaments qui sont potentiellement toxiques pour les reins, comme par exemple les anti-inflammatoires non stéroïdiens que vous prenez de manière répétée ou sur des longues périodes, il est très important de vous faire dépister pour une maladie rénale. Je me permets d'appuyer sur un outil essentiel qui est la famille et les antécédents familiales. Vous avez une maladie rénale dans votre famille, il faut absolument vous faire dépister car c'est un des moyens les plus efficaces pour pouvoir vous faire dépister précocement d'une maladie rénale, la diagnostiquer et la traiter pour au minimum la ralentir et la contrôler et éviter d'arriver à un stade plus important. Cela pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de pathologies génétiques qui jusqu'à présent étaient largement sous-diagnostiquées parce que l'accessibilité aux tests génétiques était peu importante. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a une accessibilité qui est beaucoup plus large et ce d'autant plus que l'on a la possibilité d'avoir, pour certaines pathologies, des traitements ciblés qui peuvent stopper leur évolution. On reviendra effectivement sur les traitements, parce que vous avez une partie entière sur les traitements. Mais là, je voudrais évidemment vous poser la question de comment prévenir. Est-ce qu'il y a une prévention possible? Alors oui, tout à fait, hein. La prévention est l'un des gestes essentiels dans la maladie rénale. Et c'est un petit peu dans la même lignée que la prévention des maladies cardiovasculaires. L'activité physique est très importante, tout comme avoir une hydratation qui soit correcte. Le fait de manger correctement et notamment d'éviter l'alimentation industrialisée, les aliments transformés qui contiennent en fait un certain nombre de produits qui vont avoir une toxicité dont on commence à peine à se rendre compte, mais qui vont avoir une toxicité non pas aiguë au moment où on le prend, mais sur une prise chronique sur plusieurs années. Donc, cuisinez vous-même, c'est très important. Éviter de prendre du poids, c'est également un geste clé pour éviter d'aggraver les maladies rénales, puisqu'en fait, de manière très intuitive, et c'est ce qui a été très bien montré, plus vous allez avoir une masse corporelle importante, plus vous allez produire des déchets, et plus vos reins vont devoir travailler pour les éliminer, et plus vous allez les fatiguer. Donc, il est vraiment important de garder en fait une bonne hygiène de vie avec ce trépied-là. L'autre chose, c'est évidemment éviter les toxiques. Donc, vous le voyez sur cette diapositive, le tabac est un accélérateur du vieillissement rénal, un accélérateur du vieillissement du système cardiovasculaire qui va contribuer à l'apparition d'une maladie rénale, est un vrai facteur de risque. Et puis, il y a d'autres choses qui peuvent être toxiques, qui peuvent être des fois anodines, mais par exemple, les lissages brésiliens peuvent être associés à une toxicité rénale par des agressions rénales aiguës qui peuvent passer inaperçues, mais qui, accumulées dans le temps, peuvent provoquer une maladie rénale chronique. Et le cinquième geste clé pour prévenir une maladie rénale qui s'aggrave, eh bien, c'est de vous faire suivre. Vous faire suivre avec un dépistage annuel si vous avez des facteurs de risque de maladie rénale. Donc, parmi les éléments importants, notamment dans l'alimentation, quelque chose que l'on fait souvent par excès et qui maintenant l'est beaucoup moins, mais qui l'est encore chez un certain nombre de personnes, y compris de personnes saines, c'est le fait de manger très salé. Le fait de manger très salé fait monter la tension. Et comme je vous l'ai dit, l'hypertension, de manière chronique, va abîmer les reins. L'excès de protéines d'origine animale, un régime très carnivore, eh bien, va aussi fragiliser les reins. Parce que le fait de manger beaucoup de protéines animales induit une hyperfiltration et donc une fatigabilité plus importante. Donc, n'hésitez pas à manger plus sain, notamment à consommer beaucoup de fruits et légumes et éviter notamment l'alimentation d'origine industrielle. Alors souvent, en consultation, on me dit je bois beaucoup pour laver mes reins, pour faciliter les choses. C'est un petit peu un faux ami. Il faut boire à votre soif. Ça, c'est clair. Ce qui est important à avoir en tête, c'est lorsque l'on devient âgé, la sensation de soif peut disparaître. Et à ce moment-là, ça peut être un danger, notamment si vous prenez des médicaments qui interfèrent avec votre état d'hydratation, dont on parlera tout à l'heure, qu'on appelle les IEC ou certains diurétiques.
À ce moment-là, il faut avoir une vigilance à boire au moins 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Ça, c'est certain. Mais le message clé, c'est buvez à votre soif. D'autre part, vous avez certaines pathologies comme les calculs, dont on ne va pas parler particulièrement ici, mais qui nécessitent également de diluer les urines et là, d'augmenter son apport hydrique, où vous devez être plutôt à 2,5 litres d'eau par jour. Et donc, ce que je voulais vraiment vous faire comprendre, c'était que de boire beaucoup ne va pas améliorer votre fonction rénale. En revanche, vous adaptez à vos médicaments, oui, et à votre âge également. Et quel type d'eau boire? La plupart du temps, l'eau du robinet convient parfaitement. Et surtout, je pense qu'il est important d'éliminer le plus possible de votre hydratation tout ce qui est soda, qui contient beaucoup trop de sucre d'origine industrielle, mais également de phosphore ou d'autres additifs qui peuvent être néfastes sur le long cours. Alors, concernant les médicaments, il y en a un qui est en libre service et qui n'a pas besoin de prescription médicale. Cette classe-là s'appelle les anti-inflammatoires, qu'on appelle les anti-inflammatoires non stéroïdiens, tout le monde peut connaître sous le nom d'ibuprofène, kétoprophène. Voilà, il y en a plein de noms différents. Eh bien, ces médicaments peuvent, lorsqu'ils sont pris au long cours, eh bien, donner une maladie rénale chronique et non pas réversible. Et donc, au-delà de ça, lorsque vous allez prendre ces médicaments, par exemple, dans des contextes un peu aigus, où vous avez de la fièvre, ou alors parce que vous êtes déshydraté suite à une diarrhée ou des vomissements, eh bien, ils vont vraiment potentiellement provoquer une insuffisance rénale aiguë, de laquelle vous pourrez récupérer, mais également de laquelle vous pourrez garder une séquelle. Et donc, je vous déconseille fortement de prendre ces anti-inflammatoires lorsque vous avez des pathologies aiguës, de la fièvre, une perte de poids. Ne vous automédiquez pas tout seul. Préférez plutôt prendre le Doliprane et puis surtout, consultez votre médecin traitant. Il y a aussi d'autres médicaments qui peuvent avoir une certaine toxicité rénale. Et donc, lorsque l'on a une maladie rénale, il est important d'en parler à son médecin traitant ou d'en parler à son pharmacien pour qu'il soit au courant parce que des fois, les choses peuvent passer à la trappe. Et donc, la communication est majeure dans la maladie rénale qui, comme on le dit, souvent est silencieuse. Donc, n'hésitez pas à rappeler que vous avez une maladie rénale. Et puis, bon, évidemment, on va passer assez vite sur cette diapositive, l'activité physique est importante. Elle contribue à se maintenir en forme, non seulement pas sur le plan physique et sur le plan visuel, mais également du point de vue interne sur vos organes vitaux. Entraîner votre cœur à l'effort physique lui permet de rester dans de bonnes conditions, d'éviter de développer une hypertension artérielle qui va elle-même être néfaste pour vos reins. Alors, on va balayer assez rapidement quels sont les différents types de maladies rénales. Oui, parce que on comprend pas forcément parce que quel type de pathologie hein, ça implique. Et oui, parce que en fait, tout cela est flou. Ici, je vous parle de l'hypertension. Alors, est-ce que l'hypertension donne la maladie rénale ou est-ce que c'est la maladie rénale qui donne l'hypertension? Eh bien, souvent, c'est un cercle vicieux. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'hypertension peut être un signe très précoce de maladie rénale, premièrement. Deuxièmement, l'hypertension peut aggraver une maladie rénale si elle n'est pas contrôlée, alors que cette maladie rénale n'est pas due à l'hypertension. Donc, si vous voulez, vraiment, il faut prendre ça dans les deux sens. Le diabète est une maladie rénale qui est une pathologie métabolique qui peut entraîner une maladie rénale chez 30 à 40% des patients diabétiques, notamment si le diabète n'est pas équilibré correctement. Plus le diabète évolue depuis longtemps, plus on a un risque de développer une maladie rénale. Mais ce n'est pas parce que l'on a un diabète qu'on ne peut pas avoir une autre maladie rénale. Et les deux peuvent s'ajouter. Le diabète peut donc être à l'origine d'une maladie rénale, tout comme il peut être un facteur de risque de l'aggravation d'une maladie rénale préexistante. Et je rajoute également un point sur le tabac qui, lui, de toutes les manières, reste un facteur de risque, quoi qu'il arrive, sur votre fonction rénale. Je me suis demandé comment illustrer le plus simplement possible pour rendre accessible finalement la compréhension des pathologies qui peuvent toucher la rein. Et j'ai donc utilisé un registre national qui est très utile, qui est le registre rein, qui en fait catalogue les différentes pathologies qui mènent les patients au stade sévère de l'insuffisance rénale, qui nécessite un traitement de suppléance, idéalement par la greffe, mais sinon par la dialyse, dont on parlera tout à l'heure. Et vous voyez dans ce registre que
l'hypertension ou la néphropathie dite vasculaire, avec le vieillissement vasculaire, représente quasiment un quart des patients. En réalité, il ne s'agit pas d'une pathologie, il s'agit d'une case dans laquelle on ne sait pas exactement ce qu'ont les patients. De la même manière que dans la case du diabète, vous voyez qu'on approche quasiment un quart de la population des patients qui ont une insuffisance rénale terminale, mais en réalité, le diabète peut très bien être un facteur de risque avec une maladie rénale surajoutée qui n'a pas été diagnostiquée ou être la maladie due au diabète elle-même. On ne le sait pas vraiment, puisqu'on ne va pas toujours aller faire l'examen qui nous permet de le savoir, qui est la biopsie rénale. Vous voyez également une autre cause, on peut revenir juste en arrière, une autre cause qui est une cause inconnue, qui représente quasiment 20% des patients. Ces causes inconnues, eh bien, en fait, sont des maladies rénales qui souvent ont été trop avancées pour pouvoir permettre de poser un diagnostic au moment où le patient a vu un néphrologue. Mais ça, c'était avant. C'était avant que l'on puisse avoir accès notamment à un outil qui est très important, en plus de la biopsie rénale, qui est l'analyse génétique, qui va nous permettre d'aller pouvoir redresser des diagnostics et stopper des errances qui peuvent durer des années chez certains patients. Et cette errance, étant stoppée, va permettre en plus d'avoir un impact sur le plan familial pour dépister les apparentés proches à un stade beaucoup plus précoce. Parmi les maladies génétiques, il y a, diapo précédente, la polykystose qui est une des principales pathologies génétiques, dont je ne vais pas vous parler particulièrement aujourd'hui, parce qu'il existe une association qui remplit très bien le job et qui communique très très bien. Et puis, vous avez une dernière pathologie qui sont les pathologies qu'on appelle les glomérulonéphrites, c'est-à-dire le filtre rénal qui est authentiquement dysfonctionnel et qui devient une vraie passoire et qui va donner une insuffisance rénale. Maintenant, on va les détailler une par une de manière assez succincte puisqu'on n'a pas non plus… le temps passe. Voilà. Alors, j'ai voulu un petit peu faire en sorte de caricaturer les choses. Vous avez les maladies métaboliques dont la plus fréquente est le diabète ou le vieillissement des vaisseaux qu'on appelle la néphroangiosclérose vulgairement en termes médicaux, et puis aussi les pathologies cardiaques qui vont toucher le rein, qu'on peut appeler ce qu'on appelle le syndrome cardio-rénal, qui vont provoquer une usure importante du rein et quelque part un encrassement qui va conduire à une insuffisance rénale. Pour le deuxième grand mécanisme, qui est ce qu'on appelle les mécanismes auto-immuns ou les mécanismes inflammatoires, c'est votre corps qui va se retourner contre lui, qui va produire des anticorps qui vont aller attaquer le rein, et qui peut se manifester de différentes manières. Je vous en ai affiché quelques-unes ici, comme la maladie de Berger, qui est une des maladies auto-immunes qui touche le plus fréquemment le rein, mais qui ne touche que le rein, à la différence du lupus érythémateux, qui lui est une maladie qu'on appelle multisystémique, c'est-à-dire qui va toucher le rein, mais aussi peut toucher la peau, les articulations, le cœur, le cerveau, tout comme les vascularites. Ces pathologies-là sont des pathologies dites auto-immunes, donc notre corps produit des anticorps qui touchent le rein. Et vous avez aussi des pathologies inflammatoires qui peuvent attaquer le rein sur le long terme. Et puis, vous avez un troisième mécanisme qui est en fait une erreur innée, une erreur qui est due à votre construction, qui est imparfaite, qui peut ne pas se voir précocement et qui peut ne pas se voir à l'âge pédiatrique et en fait se manifester beaucoup plus tard, à l'âge adulte. Et le problème, c'est qu'elle peut évoluer de manière insidieuse et que l'on s'en rend compte que tardivement, à un stade où l'on ne peut pas intervenir pour ralentir l'évolution d'une maladie rénale déjà installée de manière trop durable. Et donc, parmi ces causes-là, je vous ai parlé tout à l'heure de la polykystose, qui a deux grands gènes bien connus, PKD1 et PKD2, mais vous avez d'autres pathologies, comme le fameux syndrome d'Alport, qui était souvent connu pour être réservé à l'âge pédiatrique, mais on s'est rendu compte ces dernières années qu'un certain nombre de patients non négligeables et quasiment en même proportion que la polykystose dominante, eh bien, pouvaient être atteints à l'âge adulte et développer une insuffisance rénale sévère vers l'âge de 50 ans et une insuffisance rénale qui aboutit à un stade beaucoup plus sévère pouvant nécessiter un traitement de suppléance à partir de 50 ans. Vous avez également les maladies génétiques qui touchent le secteur tubulo-interstitiel, qui sont un petit peu, elles aussi, beaucoup plus insidieuses, et puis des maladies qui peuvent toucher les reins et qui les rendent petits dès le départ. Le quatrième mécanisme, ce sont les obstacles. En fait, c'est vos voies urinaires qui sont bouchées. Eh bien, l'urine ne pouvant plus s'écouler va abîmer vos reins. Et cela, on ne s'en rend pas forcément compte, c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
vous allez vous lever la nuit pour aller faire pipi, ou alors vous n'arrivez plus à faire pipi correctement, eh bien, faites faire une échographie et un bilan rénal. C'est très important. Mais c'est exactement aussi ce que l'on peut rencontrer dans d'autres pathologies médicamenteuses. Et puis, vous avez des affections hématologiques qui peuvent également toucher les reins. Vous avez des maladies de la moelle osseuse qui peuvent aller attaquer le rein. C'est beaucoup plus rare, mais c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus chez les patients âgés, où vous avez des maladies qui s'emballent au niveau de notre système de défense et qui vont aller automatiquement aller boucher les petits vaisseaux des reins qu'on appelle le syndrome hémolytique urémique, qui peut être soit lié à l'alimentation, qui contiennent des bactéries qui produisent des toxines qui vont aller provoquer cette pathologie micro-occlusive au niveau des micro-vaisseaux des reins, mais ça peut être également dû à une maladie génétique. Et donc tout ça, ça se diagnostique et ça peut se traiter si on le prend en charge précocement. Alors pourquoi un diagnostic précis est vital? Parce qu'en fonction de la pathologie, eh bien, on ne va pas du tout utiliser les mêmes médicaments et on ne va pas faire la même chose. Alors justement, à propos de médicaments, est-ce que vous pouvez nous dire comment se traite? Est-ce qu'il existe des traitements? Est-ce qu'on peut guérir des maladies rénales? Alors, oui, il y a certaines pathologies rénales dont on peut guérir et ne pas avoir de séquelles, mais il y en a encore beaucoup desquelles on ne peut pas guérir et on vit avec. C'est pour ça qu'on appelle ça la maladie rénale chronique. Le but du jeu, c'est de la ralentir le plus possible. Et pour vous donner quelque chose de manière imagée, je vous ai fait figurer ici une voiture qui, en fait, lorsqu'elle travaille en sur-régime, eh bien, ne va pas forcément cela ne va pas forcément se faire sentir, mais le moteur va s'arrêter d'un coup, de manière très brutale, et vous n'allez pas aller beaucoup plus loin. Mais lorsque l'on détecte ce sur-régime-là, eh bien, on est capable de faire baisser ce sur-régime, de le faire revenir dans des zones un peu plus normales, permettant de pouvoir parcourir une distance beaucoup plus longue. Et c'est tout l'intérêt de ce qu'on appelle la néphroprotection. C'est de freiner la progression en ralentissant la vitesse de la fonction rénale quelque part, mais pour lui permettre de pouvoir continuer beaucoup plus longtemps. Donc pour ça, la médecine eh bien, a plusieurs éléments. D'une part, la maîtrise de l'hypertension, d'autre part, la maîtrise du diabète, qui sont à la fois donc des facteurs de risque, mais des pathologies qui donnent la maladie rénale. Et puis, vous avez les traitements néphroprotecteurs. Ces traitements néphroprotecteurs, aujourd'hui, on en a 4. On les appelle les 4 fantastiques, même s'ils ne sont pas encore tous réellement disponibles en France dans notre indication, mais on en a au moins 2 d'entre eux, voire 3, qui sont les IEC et les sartans, qui vont permettre de faire baisser la pression au niveau du rein, les glyphosines qui vont permettre d'économiser le rein sur la durée, même si au départ, il fait un peu baisser la filtration rénale, eh bien, ça permet, comme je vous le disais tout à l'heure, d'éviter que le rein soit en sur-régime et qu'il ne s'arrête brutalement. Et puis, on a un autre médicament qui est un antagoniste des récepteurs minéralocorticoïdes qui va avoir un effet plutôt anti-inflammatoire. C'est la fibrose qui va faire que les reins vont devenir plus en plus petits et aboutir au stade terminal. Et puis un autre médicament qu'on appelle les agonistes du GLP-1 qui ont prouvé leur effet néphroprotecteur indépendamment des pathologies pour lesquelles ils ont été développés. Ce sont les 4 piliers que l'on va avoir dans les années qui viennent pour pouvoir réguler le plus possible la maladie rénale chronique et éviter qu'elle n'évolue vers un stade sévère nécessitant un traitement de suppléance. Voici ici ce qui peut se passer lorsque vous avez une maladie rénale. À partir de l'âge de 40 ans, vous pouvez avoir une courbe en rouge avec une perte de plus de 5 points de DFG par an, et vous verrez que vous allez arriver à un stade terminal trop précocement. Et vous pouvez avoir même une perte de beaucoup plus de points que ça, vous faisant arriver à 50 ans à l'âge de la dialyse. Le but du jeu, c'est de vous faire passer avec ces traitements néphroprotecteurs vers la courbe orange, la courbe jaune, et en fait vous faire garder une courbe parallèle à la courbe verte. Et donc, c'est pour cela que ces médicaments ont été développés, parce qu'ils agissent tous de manière indépendante sur des mécanismes différents dont leur synergie va pouvoir permettre d'agir de manière globale, quelle que soit la maladie rénale, on va dire, sur la protection rénale. Alors, le problème, c'est que lorsque l'on développe une insuffisance rénale à un stade trop sévère, eh bien, on va ressentir les conséquences. Ces conséquences peuvent être un défaut de production de l'érythropoïétine et donc le développement d'une anémie, une maladie rénale osseuse avec des os fragilisés qui peuvent se casser. On peut devenir acide parce que les déchets ne sont plus suffisamment épurés et on peut accumuler certains ions qui peuvent être toxiques pour notre cœur comme le potassium.
Et donc, ce qui a été mis en place depuis quelques années, c'est ce qu'on appelle le forfait maladie rénale chronique, qui est un accompagnement multidisciplinaire qui vous permet, avec l'aide d'une infirmière, d'une diététicienne, d'un psychologue, d'une assistante sociale et bien évidemment du néphrologue, eh bien, de pouvoir faire en sorte de freiner le plus possible cette maladie rénale. Quels sont les traitements de suppléance lorsque les reins ne suffisent plus? Eh bien, vous avez la greffe, la dialyse, la greffe et le traitement de suppléance, évidemment, le plus recommandé. Ce que vous voyez ici, c'est les chiffres du registre rein, où vous voyez qu'en France, sur le dernier rapport qui a été publié, il y a 95 000 patients en traitement de suppléance, dont 45% sont greffés rénales, ce qui veut dire que vous en avez plus de la moitié qui sont encore en dialyse et en attente d'une greffe pour ceux qui le peuvent. Sauf que être en dialyse et avoir une greffe n'a pas la même signification, puisque vous voyez que d'avoir une greffe rénale permet de doubler au minimum l'espérance de vie. Et donc, c'est pour ça qu'il s'agit du traitement de suppléance préférentiel. Alors, comment pouvoir être greffé? Eh bien, on peut être greffé soit parce qu'on a un donneur vivant, qui soit un donneur intrafamilial ou proche, extrafamilial. Et puis, vous avez les donneurs décédés lorsque vous êtes inscrit sur la liste de greffe, qui donnent leurs organes pour que vous puissiez en bénéficier et ainsi pouvoir soit ne pas être dialysé, soit sortir de la dialyse. Ce qui se passe et ce qui est très important, c'est que lorsque vous êtes greffé, eh bien, pour éviter de rejeter le rein que l'on vous a greffé, vous avez des médicaments immunosuppresseurs qui évitent que ce rein soit rejeté, mais qui vous donnent quelques inconvénients, avec un risque plus important d'infection et de cancer avec le temps, mais pour lequel il ne faut pas s'inquiéter. Vous avez un suivi adapté et une surveillance par l'équipe de transplantation qui veille au gras. Pour le futur, il y a probablement quelque chose de très important qui arrivera, c'est la greffe qu'on appelle la xénotransplantation avec les reins de porc génétiquement modifiés, dont on n'a pas le temps de parler aujourd'hui, mais qui est vraiment quelque chose d'avenir. Et puis, lorsque vous n'avez pas la possibilité d'être greffé ou que cela est déjà trop tard, mais que les choses vont être mises en place pour que vous puissiez être inscrit, eh bien, vous avez la technique de suppléance qui est technique soit d'hémodialyse, la dialyse par le sang, qui peut se faire soit dans un centre de dialyse, soit à votre domicile, selon certains critères, ou ce qu'on appelle la dialyse péritonéale, qui peut se faire entièrement chez vous, selon différents modes que l'on n'a pas le temps d'aborder aujourd'hui. J'ai voulu rajouter aussi cette diapositive. Lorsque vous faites de l'hémodialyse, eh bien, on filtre le sang en piquant dans une veine, mais cette veine doit être fonctionnelle pour être piquée 3 fois par semaine. C'est ce qui se passe en général. La plupart du temps, c'est ce schéma-là que l'on suit. Et donc, on est obligé d'artérialiser une veine pour qu'elle se dilate, qu'elle devienne plus grosse et que l'on puisse pouvoir filtrer votre sang dans une machine. En définitive, vivre avec une maladie rénale, il est important d'avoir en tête que vous n'êtes pas seul et surtout, si vous êtes isolé, eh bien, parlez-en à votre néphrologue et à votre équipe soignante, car c'est vraiment un moyen néfaste pour vous de la prendre en charge. Il faut que vous soyez accompagné et tout le système de santé autour de la maladie rénale s'est organisé pour cela. Et donc, surtout, ne le gardez pas pour vous. Parlez-en au moins à votre équipe soignante, mais aussi à vos proches, qu'ils soient familiales ou extrafamiliales. Je vous remercie. Merci docteur, c'est une excellente transition pour que je puisse passer la parole à Ivani. Vous avez fondé Rénalou pour que personne ne reste seul face à la maladie rénale. Comment la belle association que vous avez créée aide concrètement les patients? Merci beaucoup Pauline de me donner la parole. Quelques mots pour dire d'où vient Rénalou. Moi, je suis moi-même une patiente atteinte d'une maladie rénale qui a été diagnostiquée quand j'avais 12 ans. Et quand quelques années plus tard, je me suis retrouvée assez soudainement en dialyse, j'ai cherché beaucoup d'informations, notamment sur Internet. Et à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Et quand quelques mois plus tard, j'ai été moi-même greffée, j'ai voulu profiter de mon temps de convalescence pour créer une espèce de blog pour partager mon expérience. On était à l'époque en 2002, Rénalou a été créé il y a un certain temps, et ce blog, auquel a été ajouté rapidement un forum, a eu immédiatement beaucoup de succès, qui confirmait la demande des patients, des proches de patients, qui sont venus demander plus d'informations, plus d'échanges. Et Rénalou est né comme ça, avec 4 grands axes d'action qui continuent aujourd'hui. Le premier, et je pense que c'est important de le redire, c'est que le rein est très méconnu, et le docteur Robert l'a dit. Pendant longtemps, on a considéré que ces maladies rénales, elles n'avaient pas vraiment de solution, donc c'était pas très important de les dépister. Et en fait, aujourd'hui, on sait qu'on peut
dépistées tôt, mais lorsqu'elles sont dépistées tôt, on a des moyens thérapeutiques pour ralentir, voire stopper leur évolution et éviter d'avoir besoin de la dialyse ou de la greffe. Et c'est devenu vraiment un combat très important de Renalou de faire passer ce message-là et d'inciter chacun à prendre soin de la santé de ses reins. La deuxième mission pour les personnes qui sont diagnostiquées avec une maladie rénale, c'est l'information. Et j'ai raconté l'histoire de Renalou, c'est vraiment de là que tout est parti, la volonté d'informer. Je pense que c'est un besoin fondamental pour les personnes malades pour qu'elles puissent s'engager activement dans la prise en charge de leur maladie, dans la compréhension de leur maladie. Et être active dans ce domaine-là. Et puis, la maladie rénale, finalement, ça va avoir plein d'impacts au fil de son évolution dans tout un tas de domaines de la vie, sur le travail, sur les études, sur la capacité, par exemple, à faire un emprunt. Et donc, Renalou, aussi, pour vraiment informer les personnes autour de tous ces aspects et les accompagner, voilà, pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible. On a un troisième axe qui est autour de la recherche. Renalou a toujours mis un point d'honneur à recueillir la parole des patients pour en faire un élément majeur de l'évolution des connaissances sur la maladie rénale. Et on voit que finalement, la recherche médicale, elle est extrêmement importante, mais la voix des patients, ce qu'ils vivent dans leur expérience, c'est vraiment un moyen de compléter cette recherche pour la rendre encore plus utile et pertinente pour qu'elle soit efficace auprès des malades. Et donc, on développe beaucoup cet axe et désormais, on soutient aussi de la recherche médicale parce qu'on l'a vu, il y a un vrai combat à mener pour vaincre la maladie rénale, trouver des traitements, trouver des moyens, etc. Et puis, le dernier axe, c'est porter la voix, défendre les droits des patients. C'est tout ce qu'on appelle le plaidoyer et ça consiste à se mobiliser pour faire évoluer le système de santé pour qu'il soit plus favorable aux malades, pour que leurs droits soient renforcés à plein de niveaux. Donc, ça concerne bien sûr la prise en charge médicale et la qualité des soins, mais aussi tout plein d'éléments qui vont être important dans la vie des patients. Et j'ai parlé par exemple de la capacité à s'assurer pour emprunter. C'est un sujet sur lequel on est très mobilisé pour que les personnes atteintes de maladies rénales aient le droit finalement d'emprunter pour faire un emprunt immobilier et acheter un logement par exemple. Voilà, alors quelques chiffres sur Renalou aujourd'hui. On a un peu plus de 10 000 membres. Le site web est très visité. On a un groupe Facebook qui est également très actif avec plus de 6 000 membres. On accompagne individuellement à peu près 1500 personnes, patients, proches de patients, tous les ans, en répondant aux questions, en proposant un vrai accompagnement et un soutien personnalisé. Et puis, on organise chaque semaine des visios qui sont destinés aux patients et à leurs proches, pour lesquels on totalise plus de 1200 participants. Voilà, et j'invite tous ceux qui le souhaitent à venir s'informer, rejoindre Renalou et aussi à nous soutenir financièrement puisque toutes ces actions sont financées par des dons sur notre site www.renalou.com. Et je vous remercie. Merci pour tout ce que vous faites. Je vous propose maintenant de passer aux questions des participants. Une première question sur l'hygiène de vie, l'alimentation. Existe-t-il réellement des aliments à proscrire ou au contraire des régimes spécifiques à suivre comme un jeûne ou des régimes hyperprotéinés? Qu'est-ce qui peut mettre en danger? Alors très clairement, éviter les régimes hyperprotéinés. Réécoutez le webinaire, vous verrez que trop manger de protéines fatigue beaucoup plus les reins. Le jeûne n'a pas prouvé son efficacité non plus. Donc non, ce qu'il faut, c'est savoir manger équilibré, éviter le plus possible l'alimentation d'origine industrielle, éviter le plus possible tout ce qui a déjà été transformé et cuisiner le plus possible vous-même, limiter le sel. Voilà. Vraiment, ce sont les messages clés. Très clair. Beaucoup de questions sur l'interprétation des analyses et la fiabilité des tests. Est-ce que le taux de DFG peut varier selon notre âge, notre masse musculaire ou même, ça vous l'avez dit, ou même une pratique sportive intensive juste avant la prise de sang? Donc, le DFG varie avec l'âge. On a un vieillissement physiologique de la fonction rénale à partir de l'âge de 45-50 ans. Ce qui est important, vraiment, je crois, c'est le plus important, c'est de ne pas regarder une valeur, c'est de regarder une zone de navigation. Parce qu'en fait, la créatinine est un métabolite que vous allez pouvoir doser
plusieurs fois dans la journée et qui n'aura pas la même valeur. Or, c'est à partir de ce métabolite, la créatinine, qu'on calcule le DFG, qui lui donc va varier et en plus n'a pas une relation linéaire selon la formule de calcul. Donc, regardez votre zone de navigation. Si vous êtes dans la zone verte, eh bien, vous avez une fonction rénale normale. Si vous êtes en dessous à plusieurs reprises, c'est qu'il y a un souci et qu'il faut faire le point. Voilà. Très bien, très clair. Une autre question, c'est combien d'années peut-on être dialysé? Alors, moi, je connais des patients qui sont dialysés depuis 25-30 ans. Mais très clairement, le fait d'avoir une insuffisance rénale dialysée eh bien, est associé à un vieillissement accéléré de tous les organes, que ce soit le cœur, le vaisseau ou même physiquement. Ça, c'est ce que l'on connaît. Et ce que l'on connaît moins aussi, c'est le fait de vivre avec la dialyse pendant de nombreuses années, mais avec une pratique de l'activité sportive importante et une bonne hygiène de vie, comme par exemple nous le montre Fabrice Huré, qui est un patient dialysé qui milite beaucoup aussi pour les patients avec une maladie rénale et qui arrive qui a aménagé son temps avec l'aide de son équipe soignante de manière à vivre, pas normalement, mais de pouvoir faire des choses comme si finalement la dialyse quelque part faisait partie de son quotidien sans être non plus trop contraignante. Donc je pense que ce qui est très important, c'est lorsque l'on n'a pas le choix et par exemple en attente d'une greffe, eh bien il faut ne pas être dans le déni et essayer de trouver des moyens en lien avec son équipe soignante pour trouver la meilleure façon dont le traitement de suppléance peut vous convenir. Et pour ça, il y a beaucoup de pratiques différentes. Merci beaucoup. Une autre question sur les calculs rénaux, donc qui sont extrêmement fréquents, douloureux. Comment éviter leur formation ou leur récidive, notamment pour les calculs d'oxalate, et à quel moment un calcul peut devenir dangereux pour la fonction globale du rein? Donc là, vous me demandez une consultation de néphrologie, finalement. Bon, je vais rappeler les 3 piliers importants du traitement des calculs. Le premier, c'est l'hydratation abondante, c'est-à-dire plus de 2,5 litres d'eau par jour, parce qu'en fait, plus vous diluez les urines, moins vous aurez de cristaux qui vont se former et donc de calculs qui vont apparaître, premièrement. Deuxièmement, si vous voulez limiter la formation des calculs, notamment d'oxalate de calcium, il faut limiter votre consommation de sel à moins de 6 grammes par jour. Et troisièmement, il faut diminuer la charge acide et la charge en protéines d'origine animale qui favorisent la fuite de calcium dans les urines et la formation notamment des calculs d'oxalate de calcium. En revanche, si vous avez des calculs récidivants à un âge jeune, très clairement, il faut aller rechercher une cause à l'origine de ces calculs, car effectivement, les calculs touchent à peu près 2% de la population française, mais peuvent être en lien avec l'hygiène de vie la plupart du temps, mais pas que. Il peut y avoir d'authentiques maladies rénales qui donnent des calculs. Et donc, il faut absolument faire le point là-dessus parce qu'il y a des traitements associés spécifiques qui peuvent être importants. Peut-être une dernière question. Donc diabète, hypertension, là, vous l'avez bien répété, hein, sont citées comme les causes principales d'insuffisance rénale. Comment est-ce qu'on peut limiter la casse quand on vit avec l'une de ces maladies chroniques? Vous l'avez déjà dit, mais je pense que tout le monde n'était pas là à ce moment-là. Limiter la casse, en fait, c'est le contrôle de ces pathologies qui peuvent en fait permettre, soit parce qu'elles sont à l'origine de la maladie rénale, soit parce que ce sont des facteurs de risque aggravant une maladie rénale sous-jacente qui vont permettre d'avoir la plus grande maîtrise sur votre fonction rénale quelque part. C'est avoir une tension à moins de 13,8. Hein, ça, c'est clair. Et ça passe par l'activité physique, l'éviction du sel dans votre alimentation et les médicaments antihypertenseurs, lorsque c'est la plupart du temps nécessaire d'ailleurs. Et concernant le diabète, c'est d'avoir un suivi par un diabétologue qui vous prenne en charge de manière personnalisée, à la fois du point de vue du traitement, mais également dans vos habitudes de vie qui peuvent être changées. Quelque chose d'important, c'est le lien entre le diabète et l'obésité. Plus vous avez une obésité importante, plus vous avez une résistance à l'insuline.
Et donc, ça, c'est également quelque chose d'important sur lequel vous pouvez agir. Et un médicament qui change la donne aujourd'hui, c'est les agonistes du GLP-1 qui peuvent vous permettre de perdre du poids, mais également, du coup, d'améliorer votre diabète. Merci beaucoup. Avant de conclure, Ivani, est-ce que vous voulez donner un conseil à tous aux internautes qui nous écoutent? Moi, j'espère que ce webinaire aura contribué à faire comprendre que le rein, c'est vraiment un organe vital et essentiel, et que la santé rénale, c'est un bien précieux pour chacun. Donc, prenez soin de vos reins et de votre santé rénale. Merci beaucoup. Je vous propose d'arrêter là. Merci infiniment, Dr Robert, pour votre expertise, votre présentation très pédagogique. Un grand merci à Ivani pour votre témoignage et surtout pour l'action de Renalou au service des patients. En conclusion, vous l'avez compris, le dépistage précoce reste votre meilleur allié. Et si vous êtes confronté à une maladie rénale, le service Deuxième Avis est là pour vous aider en vous permettant d'obtenir l'avis d'un médecin expert reconnu en moins de 7 jours. Merci à tous pour votre fidélité à nos webinaires. N'oubliez pas de répondre à notre court questionnaire et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.